Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 23 juin 2018. Voici les titres. Un CRD a réuni l'ensemble des acteurs éducatifs ce vendredi à la gouvernance de Ziguinchor pour faire un diagnostic en vue de préparer le bon déroulement des examens scolaires. L'inspecteur d'académie a saisi l'occasion pour rassurer sur le paiement à temps des indemnités du CFE et du BFM. Le département de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor a lancé un projet intitulé Migration en Afrique de l'Ouest. Ce programme a pour objectif d'essayer de dégager les causes de la migration, mais surtout de permettre aux communautés de mieux cerner cette problématique. L'actualité internationale, la page sportive et la revue de la presse mettront fin à cette édition. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. L'Académie de Ziguinchor a connu une baisse sur le nombre de ses candidats aux examens scolaires par rapport à 2017. La révélation est de l'inspecteur d'académie au cours d'un CRD sur les examens tenus à la gouvernance ce vendredi. Ce conclave entre acteurs impliqués dans ces joutes scolaires a permis de mettre le doigt sur l'urgence sécuritaire nécessaire pour le relèvement du défi de l'organisation. Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie de Ziguinchor, s'en ouvert à Cheikh Tidiane Cissé. Cette année, pour le CFE, qui va se dérouler les 26 et 27 juin prochains, 2018, nous avons 134 centres d'examen avec 15 492 candidats. Et ces candidats sont inégalement répartis entre les 4 IEF de Ziguinchor, avec la grande part qui revient à l'IEF de Ziguinchor. Pour ce qui est du BFM, nous avons 112 jurys avec 11 206 candidats, inégalement répartis également à travers les 4 GF, avec la grande part qui revient toujours à l'IEF de Ziguinchor, la plus faible part qui revient à l'IEF de Oussouye. Pour ce qui est du baccalauréat, toutes séries confondues, nous avons 46 jurys. 46 jurys. Cette année, en particulier, on a noté avec beaucoup de satisfaction l'érection de l'ancien centre secondaire de Niaguis, l'érection en jury plein, en centre plein. Alors, donc nous avons 46 jurys pour le bac avec 13 395 candidats qui sont inégalement répartis à travers les 4 GF avec la plus grande part qui revient comme d'habitude à l'IEF de Ziguinchor. Donc, au niveau de la répartition des candidats selon le statut privé, public et candidat libre, ce sont naturellement les candidats officiels du public qui ont le plus grand pourcentage, avec 37%. Les candidats du privé, ils sont à un taux de 36%. Les candidats libres sont à un taux de 27%. Alors, les centres, nous aimerions que les centres soient sécurisés, les épreuves soient sécurisées, et que l'administration des épreuves elle-même soit sécurisée de la part de la gendarmerie, de l'armée et de la police. Le comité régional de développement axé sur l'organisation des examens scolaires est le lieu pour que l'inspecteur d'académie réaffirme la ferme volonté de l'État à respecter son engagement de payer en fin novembre au plus tard les indemnités du CFE et du BFM dans le souci de maintenir un bon climat dans l'espace scolaire. Siaka Goudiaby rappelle aux enseignants le rôle dans la réalisation de cet engagement. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Par rapport au paiement à temps des indemnités relatives à ces examens, j'ai rappelé que conformément à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale de payer à temps avant le 30 novembre 2018 les indemnités relatives aux examens du CFE et du BFM qui incombent au ministère de l'Éducation nationale, nous allons nous y atteler. C'est pourquoi nous avons, lors de ce CRD, demandé à ce que tous les enseignants, pour ce qui est du CFE, de l'élémentaire, qu'ils puissent déposer les ordres de mission et les feuilles de déplacement visés avec les 4 visas requis, qu'ils les déposent au plus tard le 30 juillet auprès des IEF avec traçabilité. Enfin, pour ce qui est des examens du bac, que les dépôts des feuilles de déplacement visés avec les 4 visas requis, que les dépôts soient faits au plus tard le 15 août auprès des IEF et auprès de l'IA également, pour nous permettre de procéder aux procédures d'engagement à temps et pour pouvoir payer
En tout cas, ce que nous voulons, paix à temps, peut-être, pourquoi pas, avant fin août 2018. Voilà donc un ensemble de dispositions pratiques que nous avons édictées, un ensemble de recommandations, mais également sur la communication. Puisque l'examen est très sensible, il se déroule au même moment sur toute l'étendue du territoire national. Il est important que tous les acteurs concernés travaillent en synergie, qu'il y ait une bonne communication pour que, au moment opportun, les informations demandées soient envoyées à qui de droit, au préfet, aux IF, à l'IA, au gouverneur, pour qu'on puisse rendre compte à nos différentes hiérarchies. Donc ça, c'est important. Que, donc, en termes de recommandations, nous avons suggéré beaucoup plus de vigilance, d'engagement, d'implication, de mobilisation de la part de tous les acteurs pour éviter vraiment des situations malheureuses ou fâcheuses comme on l'a vu ailleurs. En tout cas, nous prions le bon Dieu qu'il nous accompagne dans le processus. Le département de sociologie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a procédé ce vendredi au lancement officiel du projet intitulé « Migration en Afrique de l'Ouest ». 2 thèmes sont inscrits dans ce programme pour essayer de dégager les causes de la migration, mais surtout de permettre aux communautés de mieux cerner cette problématique. C'est un compte rendu avec Rokhaya Bey. Le projet intitulé « Migration en Afrique de l'Ouest » a été officiellement lancé ce vendredi à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, un projet qui a comme thème « Industrie, genre et génération ». Le docteur Benoît Tine revient sur la pertinence du dit projet. La migration induit forcément des conséquences du point de vue donc, de la structure familiale. Donc nous voulons savoir quelles sont les conséquences du point de vue de la génération. On verra peut-être que les jeunes sont tous partis ou pas, ou en tout cas en partance. On verra que les rôles sociaux vont changer, on verra que la structure sociale en tant que telle va changer, que l'économie sociale de cette famille, de ces ménages-là vont changer. Donc on veut en savoir davantage sur la recomposition familiale en termes de rapports sociaux, de genre, de sexe et de génération. L'industrie de la migration, sujet d'actualité, constitue l'autre axe inscrit dans la mise en œuvre de ce programme innovant. La migration, c'est un processus, un point de départ et un point d'arrivée. Entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a des points de transit. Partout ailleurs dans ces espaces, il y a des acteurs qui sont mobilisés, déjà depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Tous ces acteurs concourent à rendre possible la migration ou bien à travers la migration. Spécifiquement, il sera question de comprendre le rôle de chacun de ces acteurs tout le long de ce processus migratoire. La région de Kolda constitue le laboratoire de recherche du dit projet. Plusieurs facteurs expliqueraient ce choix. Et toutes les statistiques montrent aujourd'hui que la région de Kolda occupe une zone centrale en matière d'arrivée, de départ et de transit de migrants. Donc autant de raisons qui nous consolident dans le choix donc, de Kolda comme zone, n'est-ce pas, où se déroulera cette enquête. Ce projet, qui va durer 1 an, sera l'occasion de dégager non seulement les causes de la migration, mais surtout permettre aux communautés de mieux cerner cette problématique. Merci à toi, Rokhaya Bey. Parlons agriculture. Dans le cadre de sa politique de modernisation de l'agriculture, l'État du Sénégal a remis un tracteur à la communauté Bandial dans la commune d'Enampor. Babacar Niang, adjoint au gouverneur de Ziguinchor, qui a présidé la cérémonie, a estimé que cet engin va contribuer à faciliter les activités agricoles dans cette zone. Nous l'écoutons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'un tracteur à la communauté de Bandia, dans la commune d'Enampor. Ce programme entre dans la volonté de l'État du Sénégal de moderniser l'agriculture, de prendre en charge toutes les dimensions de l'agriculture pour qu'on ait une agriculture performante. Dans ce cadre, l'État du Sénégal, depuis 2012, a procédé à l'achat de beaucoup de tracteurs qui sont mis à la disposition des agriculteurs avec des subventions à hauteur de 60%. C'est pourquoi aujourd'hui, ici à Ziguinchor, nous remettons ce tracteur à la communauté de Bandia et nous leur disons que ce tracteur va participer à leur faciliter leur activité quotidienne dans leur champ, mais aussi si nous voulons avoir une agriculture performante, je pense que les engins vétustes que nous utilisions dans le passé, nous devons vraiment dépasser ces engins.
Parce que maintenant, l'agriculture à grande échelle demande, au-delà des ressources humaines de qualité, au-delà de la mise en place des semences, des gros engins qui peuvent participer à l'emblavement de beaucoup de surfaces cultivables. C'est pourquoi nous disons à ces populations bénéficiaires d'en faire bon usage dans le cadre de leur activité quotidienne, mais aussi de ne pas considérer que c'est un bien privé, c'est un bien qui appartient à toute la communauté, aussi bien pour eux, évidemment, qui sont les bénéficiaires normalement, mais ils devront aussi procéder à des prestations de services aux probables personnes qui en auront besoin certainement. Le directeur régional du développement rural de Ziguinchor, qui a pris part à cette cérémonie de remise de matériel agricole, soutient que cette initiative contribuera à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il est interrogé par Mohamedou Salif Ndiaye. Il faut d'abord commencer par féliciter la communauté bandiale de Enampor qui a acquis ce tracteur, parce que je pense que les enjeux sont de taille. Nous les invitons à procéder donc au remembrement de parcellaires des vallées pour valoriser ces tracteurs, pour faire les prestations, comme le gouverneur l'a dit, voilà, pour emblaver à temps réel de très grandes superficies, pour aller abonder dans le même sens, dans le sens de l'atteinte des objectifs de l'État, donc l'autosuffisance en riz. Donc, comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure, bon, l'État a subventionné les tracteurs pour que tout le monde puisse avoir le tracteur, mais il faut valoriser ces tracteurs-là. Il faut faire travailler les tracteurs, faire des prestations de services à aller vite. C'est ça qu'on attend d'eux. C'est une communauté que nous connaissons très bien. Ce sont des travailleurs, c'est des riziculteurs traditionnels. Maintenant, les paradigmes vont changer parce que au lieu du Kadyandou, maintenant, on va aller tout doucement vers voilà, la motorisation de l'agriculture. Ça, c'est un phénomène extrêmement important qu'il faut saluer. On passe à l'actualité internationale en bref et en images. Bienvenue à tous, nous entamons en RDC. Jean-Pierre Bamba est attendu à Kinshasa au mois de juillet, a annoncé le porte-parole de son parti politique qui évoque en outre une possible candidature de l'ancien chef rebelle à la présidentielle de décembre. On en sait un peu plus sur l'agenda de Jean-Pierre Bamba, acquitté des charges de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale début juin, selon un porte-parole du gouvernement de libération du Congo. Cité par Reuters, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo devrait regagner le pays en juillet. Il participera au congrès du MLC qui aura lieu du 12 au 13 juillet à Kinshasa, assure Michel Koyakpa. L'issue de ce congrès pourrait dicter l'avenir politique de M. Bamba. En effet, s'il est désigné candidat du MLC, il pourrait se présenter à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018 en RDC. En Turquie, la campagne électorale touche à sa fin. Dimanche, 56 millions d'électeurs devront désigner leur futur président lors d'un scrutin anticipé couplé aux élections législatives. Un coup de poker pour le président turc qui pourrait être mis en difficulté dans les deux scrutins. À la présidentielle, certains sondages indiquent que Recep Tayyip Erdogan pourrait ne pas être élu dès le premier tour contre toute attente. Muharrem Ince, son principal challenge, est parvenu à rassembler des foules immenses comme ici, vendredi, à Izmir, à l'ouest de la Turquie. Outre le candidat social-démocrate qui devrait terminer dimanche en seconde position, 4 autres candidats sont également en lice. Dans cette élection, la plupart n'ont pas eu un accès équitable aux grands médias turcs, largement contrôlés par le gouvernement. Les observateurs scruteront aussi les résultats des législatives. Après 13 de pouvoir sans partage, le président Erdogan pourrait perdre sa confortable majorité au profit d'une alliance regroupant les principaux partis d'opposition. Nous terminons aux États-Unis. Les voitures allemandes sont bel et bien dans le collimateur de Donald Trump. Vendredi, le président américain a clairement menacé d'imposer une taxe douanière de 20% sur les voitures européennes importées aux États-Unis.
Dans un tweet, Donald Trump pose un ultimatum aux Européens. Ils exigent que leurs voitures soient construites directement aux États-Unis par des ouvriers américains. Ce n'est pas la première fois que le président s'en prend à l'industrie automobile allemande. Mais le ton est monté d'un cran alors que les Européens ont mis en œuvre vendredi leurs mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis. Comme les célèbres Harley Davidson, plusieurs produits sont désormais surtaxés à hauteur de 25%. Une contre-attaque en réponse à la décision unilatérale de Washington d'imposer l'acier et l'aluminium européens. L'actualité sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Contrarié par son entrée en lice face à la Suisse, un but partout, le Brésil s'est imposé dans le temps additionnel face au Costa Rica 2-0 lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du Monde. Neymar et ses coéquipiers s'en sont cette fois remis aux 7 minutes du temps additionnel pour revenir à bout du Costa Rica de Keylor Navas. Deux réalisations salvatrices signées Coutinho 90+1 puis Neymar 90+7 qui ont suffi au bonheur des 40 000 supporters brésiliens présents vendredi 22 juin au stade Saint-Pétersbourg. Mais l'image qui restera de cette confrontation est sans aucun doute celle de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Ampleur au coup de sifflet final, mais si l'ultime intervention de M. Kuper avait signé la fin d'une longue souffrance. Battu par la Croatie lors de la première journée de la phase de groupe du Mondial 2018, le Nigeria a parfaitement réagi en dominant l'Islande 2-0 vendredi. Tout reste donc à faire dans ce groupe D où l'Argentine reste elle aussi en course. Un stade de la compétition que visera également l'Argentine qui n'est toujours pas officiellement éliminée malgré son début de compétition catastrophique. Mais pour passer, il faudra non seulement battre le Nigeria mais aussi espérer que l'Islande reste à guet. Lors de la deuxième sortie, la Suisse a battu la Serbie par 2-1, un résultat qui propulse la Nati à la deuxième place du groupe E derrière le Brésil. Tout un symbole, mené au score pendant près d'une heure de jeu par la talentueuse équipe de Serbie qui aurait pu d'ores et déjà valider son billet pour les huitièmes de finale en cas de succès. La Nati a réussi à renverser la situation grâce à ses milieux. Haka, 52e, né en Suisse de famille kosovare, et Shaqiri, 90e, né au Kosovo. Avec ce résultat, la Suisse, deuxième, 4 points, passe devant la Serbie, troisième, 3 points. Alors que le Brésil, vainqueur plutôt contre du Costa Rica, 2-0, s'est emparé de la tête du groupe E grâce à une meilleure différence de but. Le duel Brésil-Serbie mercredi prochain à Moscou aura tout d'une finale, tandis que la Suisse devra s'imposer face à des Ticos déjà éliminés pour espérer arracher la première place. Pour les résultats des matchs joués vendredi 22 juin 2018 en Russie, Brésil s'est imposé devant Costa Rica 2-0. Nigeria également a battu Islande 2-0. La Serbie s'est inclinée devant la Suisse 2-1. Les matchs attendus à ce jour samedi 23 juin 2018 à 12h, Belgique jouera contre la Tunisie. À 15h, Corée du Sud jouera contre le Mexique. Et à 18h, Allemagne jouera contre la Suède. Nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 23 juin 2018. La deuxième sortie de l'équipe nationale de football au Mondial Russie 2018 prévue dimanche contre celle du Japon est le principal sujet abordé par les journaux parvenus ce matin. 90 minutes pour une place en huitième, mais à sa une Sud Quotidien qui qualifie la rencontre Japon-Sénégal de ce dimanche à 15h à Arena Ekaterinbourg de première finale du groupe H en Russie 2018. La livraison laisse lire que battre le Japon et composter son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football Russie 2018. C'est le nouveau défi des Lions du Sénégal qui affrontent demain dimanche 24 juin les Samouraïs bleus. Les huitièmes en jeu, s'exclame le Soleil en manchette, convaincu que vainqueur de la Pologne mardi au stade Sparta Moscou, le Sénégal peut se qualifier en huitième de finale dès ce dimanche à l'issue de sa confrontation contre le Japon à Ekaterinbourg. Toutefois, estime le journal de Anne, pour ce faire, les hommes de Aliou Cissé devront impérativement prendre le dessus sur les Samouraïs bleus. Pari difficile certes, mais à portée de leur godasse. La cloche est dans cette même logique combattante en accrochant à sa une bouffée ses samouraïs. L'apparition rapporte les conseils de sagesse de l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga qui dit «
On doit continuer à se dire qu'on part outsider. Après une entame réussie, le Sénégal joue son deuxième match ce dimanche à 15 h. Les Lions peuvent valider leur qualification à 8e de finale en cas de victoire sur le Japon, analyse le journal. Esprit samouraï à Ekaterinbourg, titre Le Quotidien, qui écrit en page intérieure qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, en référence au duel du groupe H Japon-Sénégal du dimanche à 15 h. Japon-Sénégal, c'est le choc de la deuxième journée du groupe H prévu ce dimanche à Ekaterinbourg à 15 h GMT, un duel avec comme enjeu la première place, rappelle le journal. Pour sa part, l'observateur fait de la rencontre entre les Lions et les Samouraïs de ce dimanche à Ekaterinbourg une cérémonie du 8e jour pour le Japon. Le quotidien du groupe Futur Média renseigne que le coach du Mali vend les plans japonais à Aliou Cissé, Mambiram vers le banc pour plus de densité au milieu. Le Sénégal sait déjà à quoi s'attendre face au Japon. Pour ce match, il ne serait pas étonnant que les Lions cherchent d'entrer à imposer leur impact physique dans les zones stratégiques et leur explosivité devant en exploitant la lourdeur de la défense nippone, matérialisée notamment par le trentenaire arrière-gauche Yuto Nagatoma, 31 ans, qui aura bien des soucis à se faire face à l'explosivité des jeunes Ismaïla Sarr, 20 ans, et Moussa Wagué, 19 ans, croit savoir le journaliste de l'Observateur. Ce match ô combien important pour l'équipe et tout le Sénégal en entier équipe également les une de source A qui appelle à gagner pour être à l'abri. Ce match ô combien important pour l'équipe et tout le Sénégal entier occupe également la une de source A qui appelle à gagner pour être à l'abri de lendemain cauchemardesque. Libération qui écrit si près de la parade et de l'As qui conseille de gagner et éviter le piège colombien. Les Lions aux portes des 8e laissent lire le quotidien sportif Istad qui rappelle qu'avec 2 défaites et 1 nul, le Japon n'a jamais gagné le Sénégal. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de gms.sn et de la 89.3. Au revoir.